À l'hôtel Le Meurice, à Paris, la richissime PDG Isabelle Montmorency faisait face à un dilemme catastrophique. Son accompagnateur pour la soirée la plus selecte de l'année venait de se désister. Cédant à la colère et à l'orgueil, elle prit la décision d'infliger une humiliation générale en choisissant pour cavalier Pierre Dubois, le discret concierge qui entretenait ses locaux depuis 3 ans. Elle le considérait comme un simple indigent inculte, une marionnette à sa disposition. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme à la posture voûtée dissimulait un passé de colonel des services secrets militaires, maîtrisait 5 langues et préparait depuis 3 ans sa revanche pour la mort de son épouse. Lorsque l'ambassadeur de Russie le salua au gala en l'interpellant comme le colonel Durand, son édifice de certitude commença à vaciller, et Isabelle réalisa alors, mais trop tard, qu'elle venait de convier son propre bourreau à sa dernière soirée en tant que femme libre. Les lumières du 30e étage de la tour Montmorency scintillaient sur le marbre noir, telles des étoiles déchues du firmament parisien. Pierre Dubois maniait la serpillière avec des gestes hypnotiques, inchangés depuis 3 ans, faisant disparaître les traces de souliers dont la valeur dépassait ses 6 mois de salaire. La cadence de sa tâche s'apparentait à une méditation, un paravent de banalité dissimulant des réflexions bien plus obscures. Il était 20 heures, en ce vendredi de novembre que la capitale n'allait pas oublier de sitôt. La pluie s'abattait sur les grandes fenêtres avec une fureur singulière, muant les éclairages de la Défense en touches d'aquarelle dignes de l'impressionnisme. Le bâtiment était quasiment désert. Seul l'éclat provenant du bureau d'Isabelle Montmorency persistait au sommet, tel un fanal d'ambition inextinguible. Pierre connaissait ce bureau dans ses moindres recoins. Il avait passé 3 années à analyser chacun de ses gestes, chaque manie, chaque faille. 3 ans à se faire transparent tout en enregistrant les mots de passe chuchotés au téléphone, les dossiers négligemment abandonnés sur son bureau et les entretiens confidentiels qu'Isabelle pensait pouvoir tenir sans que le concierge ne comprenne l'anglais, l'allemand ou le russe. Il pouvait l'entendre vociférer derrière les parois de verre blindé. La voix d'Isabelle Montmorency, lorsqu'elle était courroucée, aurait pu fendre un diamant. Ce soir-là, sa rage avait une cause bien définie. Laurent Beaumont, l'homme d'industrie censé l'escorter au gala de la Croix-Rouge, venait de téléphoner pour se décommander. Son épouse avait mis au jour leur liaison, brandissant la menace du divorce. La partie était terminée. Le gala débutait dans 3 heures. C'était l'événement de l'année, là où le pouvoir parisien se donnait en spectacle, où les alliances se nouaient et se brisaient entre une flûte de champagne et un sourire de façade. Pour Isabelle, se présenter seule équivaudrait à saigner au milieu d'un banc de requins. Ses adversaires la jugeraient affaiblie, exposée, prenable. Pierre poursuivait son nettoyage, mais la moindre fibre de son être était tendue à l'extrême, comme une corde de violon. Il pressentait qu'un événement se tramait ce soir-là. Il le percevait dans l'atmosphère, à la manière des animaux qui sentent l'imminence d'un séisme. 3 longues années de patience allaient enfin payer. La porte du bureau pivota avec une telle violence que la vitre en frémit. Isabelle Montmorency en jaillit, telle une furie vêtue d'un tailleur Chanel noir, un joyau de haute couture d'une valeur de 20 000 € qui moulait une silhouette entretenue à la perfection par des entraîneurs personnels, des chirurgiens esthétiques et une diète à faire flancher un moine tibétain. 39 ans qui en faisaient y paraître 30, une chevelure blond platine coiffée en un chignon si strict qu'il produisait un effet liftant naturel, et des yeux gris de la couleur de l'acier d'une arme. Elle s'immobilisa au milieu du corridor, son téléphone dans une main, un verre de whisky japonais dont le prix devait excéder le salaire hebdomadaire de Pierre dans l'autre. Elle posa son regard sur lui. Non, elle ne le regarda pas. Elle le jaugea, de la même manière qu'on jauge un objet, un meuble, un instrument que l'on utilise avant de le jeter. Pierre fit mine de l'ignorer, se concentrant sur le sol qui était déjà d'une propreté irréprochable. C'était un rôle qu'il interprétait depuis 3 ans. Elle feignait son inexistence. Il feignait de ne pas exister réellement. Mais cette nuit-là, la comédie touchait à sa fin. Isabelle l'examina avec une précision laser. 1,82 m de musculature dissimulée sous une blouse de travail délibérément ample. Des épaules qui laissaient deviner des années d'entraînement militaire, camouflées par une posture d'ouvrier. Des mains qui empoignaient la serpillière, mais qui, si elle avait observé plus attentivement, auraient été révélées des callosités mal placées pour un simple concierge. Des callosités formées par les armes,
non par les balais. L'idée germa dans son esprit comme un éclair malveillant. C'était une idée parfaite dans sa cruauté, brillante dans son arrogance. Elle se rendrait au gala avec le concierge. Le message serait sans équivoque. Isabelle Montmorency était si supérieure, si inaccessible, qu'elle pouvait se permettre d'arriver avec n'importe qui à son bras, tout en continuant de régner sur l'Assemblée. Ses concurrents seraient contraints d'interagir avec un concierge comme s'il était leur père, s'avilissant eux-mêmes dans l'exercice. Elle s'avança vers Pierre, ses pas claquant comme des détonations dans le couloir désert. Il continua de nettoyer, mais il pouvait sentir son sillage parfumé, un mélange de Chanel 9 ans 5 et de l'odeur métallique de l'ambition. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était comme du miel empoisonné. La proposition était à la fois simple et dégradante. 3 000 € pour 3 heures de sa présence. Revêtir un smoking, sourire, hocher la tête, ne parler qu'en cas de nécessité absolue et s'éclipser à minuit. Pour un concierge dont le salaire mensuel était de 1 400 €, l'offre était impossible à décliner. Pierre leva enfin le regard. Durant 3 ans, il avait pris soin de ne jamais la regarder en face, maintenant toujours une attitude baissée, soumise, inoffensive. Mais à cet instant précis, l'espace d'une fraction de seconde, Isabelle perçut quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était pas le regard d'un concierge, c'était celui d'un prédateur qui avait attendu avec patience que sa proie tombe dans son piège. L'instant fut si bref qu'Isabelle se persuada de l'avoir imaginé. Le stress, le whisky, la colère envers Laurent. Pierre avait déjà replongé son regard vers le sol, murmurant un humble « Oui, madame », qui semblait tout droit sorti d'un film de Truffaut. 1 heure plus tard, au sein de la suite présidentielle du Meurice, la transformation s'opéra. L'équipe de stylistes qu'Isabelle avait mobilisée d'urgence façonna Pierre comme des sculpteurs travaillant le marbre. Cependant, lorsqu'il émergea du vestiaire, tous réalisèrent qu'il n'avait rien créé. Il n'avait fait que mettre en lumière ce qui avait toujours été là. Le smoking Dior paraissait avoir été taillé sur mesure pour lui. Chaque ligne, chaque couture, chaque proportion était impeccable, mais ce n'était pas le vêtement qui déstabilisait Isabelle, c'était la manière dont Pierre l'habitait. Non pas avec la gêne d'un concierge déguisé, mais avec l'aisance d'un homme habitué à porter le smoking dans les ambassades, les réceptions officielles, les dîners en compagnie de généraux et de ministres. Ses cheveux, d'ordinaire masqués par une casquette usée, étaient coupés avec une rigueur militaire, grisonnant aux tempes d'une façon qui conférait de la distinction et non de l'âge. La barbe, qu'Isabelle avait toujours vue mal entretenue, avait été rasée de près, dévoilant une mâchoire volontaire, presque noble. Mais le coup de grâce fut porté lorsque Pierre tira de sa poche une montre, non pas la Casio numérique qu'il portait d'habitude, mais une Breguet classique en or blanc. 50 000 € d'horlogerie française qu'aucun concierge n'aurait jamais pu s'offrir, même en vendant un de ses organes. Il l'attacha à son poignet avec la même décontraction que l'on met un simple bracelet. Puis, parmi les souliers proposés par les stylistes, il ne sélectionna pas les plus onéreux, mais les plus adéquats, un détail que seule une personne accoutumée à ce genre d'événement aurait pu noter. Isabelle perçut la première brèche dans son plan parfait. Qui était réellement cet homme ? Mais l'orgueil l'emporta sur le doute, sa décision était prise, elle ne pouvait plus faire marche arrière. La limousine les conduisit à travers un Paris paré pour les fêtes. Les décorations lumineuses changeaient dit les Champs-Élysées en fleuve d'étoiles. La tour Eiffel brillait tel un colosse de cristal et de lumière. Pierre était assis, calme, les mains croisées sur les genoux, dans une posture qui trahissait une formation militaire pour quiconque savait l'observer. Durant le trajet, Isabelle tenta de le sonder par des questions en apparence anodines. Où avait-il appris à si bien nettoyer ? Depuis quand exerçait-il ce métier ? Avait-il une famille ? Pierre répondait par des monosyllabes courtoises, ne dévoilant rien, préservant son secret. Mais alors qu'il passait devant l'ambassade de Russie, avenue Rapp, Isabelle remarqua un détail qui la figea. Pierre se raidit de façon imperceptible. Sa main droite esquissa un mouvement de quelques millimètres vers son flanc gauche, le geste instinctif de quelqu'un qui cherche une arme qui n'y est plus. Cela n'avait duré qu'une infime seconde, mais Isabelle l'avait vu. Le palais Garnier se dressa devant eux, tel un joyau baroque baigné par des projecteurs qui lui donnaient des allures de décor de conte de fées. Le tapis rouge formait une mer écarlate cernée de photographes, de journalistes et de badauds, contenus par des barrières et des agents de sécurité.
Le Gotha de Paris, de la France et de l'Europe arrivait dans un balai de limousines et de voitures de sport. Lorsque leur véhicule s'immobilisa, Isabelle inspira profondément. C'était l'heure de vérité. Soit elle triomphait, soit elle était anéantie. Elle prit le bras de Pierre avec un sourire qu'elle avait peaufiné au cours de 20 années de conseils d'administration houleux. Le concierge qui n'en était pas un lui offrit son bras avec l'élégance d'un danseur. Ils sortirent de la voiture sous un crépitement de flash. Les photographes scandaient le nom d'Isabelle, s'enquérant de l'identité de son cavalier. Elle sourit de manière énigmatique, laissant le mystère piquer la curiosité. Ils pénétrèrent dans le palais par l'entrée monumentale. L'intérieur avait été métamorphosé en un Éden de cristal et d'or. Des lustres en baccarat pendèrent du plafond, peints par Chagall, des orchidées rares ornaient chaque recoin, et un quatuor à cordes interprétait Debussy avec une précision chirurgicale. L'élite parisienne se retourna sur leur passage. Isabelle savoura cet instant de gloire. Elle les avait tous pris au dépourvu. Personne ne s'attendait à la voir arriver avec un inconnu, et encore moins un inconnu qui avait l'allure d'un agent secret de cinéma. Mais ce triomphe ne dura que 47 secondes. Le temps nécessaire à l'ambassadeur russe, Dmitri Volkov, pour traverser le salon, ignorer la foule et s'arrêter devant Pierre, les yeux écarquillés comme s'il venait de voir un fantôme. L'ambassadeur Volkov était un homme qui avait assisté à la chute de l'Union soviétique, survécu à 3 tentatives d'homicide et navigué 30 ans dans les eaux périlleuses de la politique russe. Il n'était pas du genre à s'étonner facilement. Pourtant, face à Pierre, il avait l'air d'un enfant qui aurait vu le Père Noël. Il s'exprima en russe, d'une voix rapide et agitée. Pierre lui répondit dans la même langue avec une aisance parfaite. L'échange dura moins d'1 minute, mais ce fut suffisant pour tout bouleverser. Volkov s'écarta après avoir serré la main de Pierre avec un respect martial, en murmurant une phrase qui glaça le sang d'Isabelle, bien qu'elle ne comprît pas le russe. L'effet domino fut immédiat. D'autres invités qui avaient entendu la conversation commencèrent à s'approcher. Le général Bertrand, ancien chef d'état-major, salua Pierre chaleureusement. L'attaché militaire britannique lui serra la main en l'appelant « mon colonel ». Le consul allemand leva son verre à sa santé. En moins de 10 minutes, le concierge qu'Isabelle avait emmené pour humilier ses concurrents était devenu le centre de toutes les attentions. Et il ne s'agissait pas d'une attention condescendante, mais d'un respect sincère, presque une forme de déférence. Durant la valse d'ouverture, alors qu'il dansait sous les fresques de Chagall, Isabelle sentit le sol se dérober sous ses loups-boutins. Pierre la menait avec une assurance qui témoignait d'années de pratique dans les salles de bal des ambassades. Chaque mouvement était impeccable, chaque pas maîtrisé. C'est à ce moment qu'il lui parla à voix basse, sans jamais se départir de son sourire pour les caméras qui les filmaient. Il lui narra une histoire qui la fit presque chanceler. 3 ans plus tôt, le colonel Pierre Durand, du renseignement militaire, avait perdu sa femme dans un accident de la route. Le véhicule avait été heurté par un camion volé qui n'avait jamais été retrouvé. Sa femme, enceinte de 6 mois, était morte sur le coup. Leur petite Emma avait survécu par miracle. Les investigations avaient été classées, sans suite. Quelqu'un de très influent avait fait disparaître les preuves, les témoins, absolument tout. Pierre avait compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Son épouse, une journaliste d'investigation, s'apprêtait à publier une enquête sur des médicaments contrefaits que Montmorency Pharmaceutique vendait en Afrique. 2000 enfants décédés au Mali à cause de vaccins dilués et d'antibiotiques frelatés. Isabelle continuait de danser, mais son corps s'était raidi comme du marbre. Elle se souvenait de cette affaire. Elle se souvenait de l'ordre donné de neutraliser la journaliste par tous les moyens nécessaires. Elle n'avait jamais établi le lien entre la journaliste décédée et le concierge qu'elle avait embauché 6 mois plus tard. Après le gala, dans le penthouse d'Isabelle qui surplombait Paris depuis sa tour d'ivoire, la vérité éclata comme une bombe. Pierre était assis au piano Pleyel à 300 000 €, jouant du Satie avec une virtuosité qui démentait 3 années de mensonges. Ses doigts couraient sur le clavier, narrant une histoire de douleur et de vengeance qui se passait de mots. Isabelle avait placé sur la table en cristal un pistolet et un disque dur. Le choix paraissait simple, éliminer la menace ou se livrer. Mais Pierre avait joué une partie d'échecs alors qu'elle jouait aux dames. Depuis son téléphone, il lui montra un filet de sécurité qu'il avait tissé en 3 ans. Des copies des preuves disséminées à travers le monde, un système de Dead Man's Switch qui diffuserait tout s'il lui arrivait malheur.
sa fille Emma en sécurité dans un lieu tenu secret. La négociation se prolongea jusqu'à l'aube, sans cris ni menaces, seulement la logique froide de deux prédateurs conscients d'être dans une impasse. Pierre aspirait à la justice, non à la vengeance. Isabelle voulait survivre, pas forcément l'emporter. L'accord final fut enregistré et transmis en direct à un avocat à Genève. Isabelle s'engageait à collaborer avec la justice, à tout avouer et à accepter sa sentence. En contrepartie, l'empire Montmorency serait transformé et non anéanti. Les 30 000 salariés conserveraient leur emploi. Les hôpitaux au Mali seraient véritablement construits. Le lundi suivant le gala, Paris s'éveilla avec une nouvelle qui secoua les tours de la Défense. Isabelle Montmorency s'était présentée au parquet à 6 heures du matin, flanquée de 3 avocats et de 20 valises de documents. Ce n'était pas une reddition, mais un séisme savamment orchestré. Le palais de justice sur l'île de la Cité devint l'épicentre d'un tremblement de terre judiciaire qui allait ébranler la France pendant des mois. Les magistrats, habitués à extraire les aveux au forceps, se retrouvèrent face à une PDG qui déversait ses crimes comme un fleuve en crue. Nom, date, numéro de compte bancaire, enregistrement. Chaque document était une bombe qui faisait s'écrouler un pan de l'industrie pharmaceutique européenne. L'opération fut nommée « médicaments propres » et, en 24 heures, elle avait déjà généré 30 mandats d'arrêt. Des cadres menottés devant les caméras, des villas saisies par la brigade financière, des comptes en Suisse gelés. La France n'avait pas connu un tel assainissement depuis l'affaire Elf. Mais le véritable spectacle se jouait au sein de la tour Montmorency. Pierre continuait de se présenter chaque matin à 6 heures, vêtu de sa blouse de travail, avec son chariot de nettoyage et sa casquette vissée sur la tête. Les employés le dévisageaient avec un mélange de crainte et d'admiration. Tous savaient désormais qui il était vraiment. Le colonel fantôme qui avait fait chuter la reine. Pourtant, il continuait son travail de nettoyage. Chaque matin, les sanitaires du 5e étage. Chaque après-midi, les couloirs du 10e. Chaque soir, le hall d'entrée. C'était un rituel qui le rattachait à une réalité tangible, tandis qu'autour de lui, l'empire s'effondrait pour renaître de ses cendres. Le nouveau conseil d'administration, mis en place d'urgence par des actionnaires paniqués, le convoquait quotidiennement. Il entrait dans les salles de réunion avec sa blouse tachée d'eau de Javel, prenait place entre des avocats en Dior et des experts comptables en Saint-Laurent et prodiguait des conseils valant des millions. Il connaissait tous les secrets de l'entreprise, tous les cadavres dans le placard, toutes les issues de secours que les coupables tenteraient d'emprunter. C'est au cours d'une de ces réunions que la nouvelle qui changea tout lui parvint. Jacques Moreau, le bras droit d'Isabelle, celui qui avait orchestré l'accident de Marie, avait été appréhendé à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à fuir vers le Brésil. Sa valise contenait des documents qui incriminaient 50 autres complices. Pierre accueillit la nouvelle sans broncher. Il se leva, déclara qu'il devait terminer le nettoyage du 15e étage et quitta la salle. On le retrouva 1 heure plus tard dans les toilettes pour hommes, à genoux devant une cuvette, pleurant comme il n'avait pas pleuré, pas même aux funérailles de Marie. Ce n'étaient pas des larmes de joie, mais de soulagement. 3 années d'attente prenaient fin. Emma arriva de Lyon le jour suivant. Sa grand-mère ne pouvait plus s'en occuper, étant trop âgée et malade. Pierre loua un appartement de 3 pièces à 2 rues de la Tour, dans le quartier de Belleville. Rien d'ostentatoire, un logement ordinaire pour une famille ordinaire. Le matin, il déposait Emma à l'école, puis partait nettoyer des bureaux valant des milliards. Le soir, il l'aidait à faire ses devoirs, il dînait de pâtes au beurre, et il lui lisait des histoires en français, anglais et russe, les langues qu'il avait pratiquées dans les ambassades du monde entier. La petite fille ne comprenait pas pourquoi tous ses camarades voulaient soudainement devenir ses amis à l'école. Elle ignorait que son père était devenu une légende, l'homme qui avait accompli ce que ni les magistrats ni les journalistes n'avaient réussi en 20 ans. Pour elle, papa restait l'homme qui la faisait rire avec ses imitations d'animaux et qui sentait toujours un peu l'eau de Javel. Un soir, alors qu'il nettoyait l'ancien bureau d'Isabelle, désormais converti en salle d'archives, Pierre remarqua une anomalie. Une lame du parquet en chêne était légèrement décollée. À l'aide du couteau qu'il portait toujours à sa ceinture, il souleva la latte. En dessous se trouvait un coffret métallique à serrure électronique. Le code était une évidence pour quiconque connaissait Isabelle. C'était la date de l'introduction en bourse de Montmorency, son plus grand triomphe. Dans le coffret, Pierre découvrit quelque chose d'inattendu.
Il y avait une lettre manuscrite sur du papier à en-tête personnel. Elle était datée du jour du gala, probablement rédigée pendant qu'il se changeait au Meurice. Isabelle avait deviné qui il était bien avant que l'ambassadeur russe ne le révèle. Elle l'avait compris en le voyant en smoking, à sa manière de porter le vêtement, à sa démarche. Dans cette lettre, elle avouait tout, mais ce ne fut pas cela qui troubla Pierre. C'était le ton. Il n'y avait ni arrogance ni défi, mais une curieuse admiration. Isabelle reconnaissait avoir été vaincue par un adversaire supérieur, non pas en puissance ou en fortune, mais en patience et en détermination. Elle admettait que le concierge l'avait emporté, car il avait su attendre, observer et frapper au moment opportun. La lettre était accompagnée des clés de coffre-fort dans des banques suisses. Il ne contenait pas d'argent, tout avait été saisi. Mais il renfermait quelque chose de bien plus précieux, des brevets, des formules de médicaments qu'Isabelle avait dissimulés car jugés peu rentables, des traitements pour des maladies rares affectant quelques milliers de personnes dans le monde, des remèdes dont la production n'était pas économiquement viable, mais qui sauveraient des vies. Il y avait aussi un disque dur. À l'intérieur se trouvaient tant des téraoctets de recherche que Marie avait piratés avant sa mort, mais également des études originales qu'elle avait menées. La femme de Pierre n'était pas seulement journaliste, mais aussi une biochimiste de génie, qui avait compris des choses que les chercheurs de Montmorency avaient ignorées pendant des années. Pierre passa la nuit à lire ses documents. À l'aube, quand Emma se réveilla pour l'école, elle le trouva encore au bureau, entouré de papiers, les yeux rougis, mais arborant un sourire qu'elle ne lui avait pas vu depuis 3 ans. 2 ans plus tard, depuis la prison où elle purgeait sa peine, Isabelle bénéficia d'une permission de sortie. Elle se rendit au bâtiment qui avait été sa tour, désormais transformé en Fondation Marie-Durand, du nom de l'épouse de Pierre. Elle avait changé. Ses cheveux n'étaient plus teints, son visage était dénué de maquillage, et elle portait des vêtements simples. Elle semblait avoir trouvé en prison ce que le pouvoir ne lui avait jamais apporté, une conscience. Elle avait avec elle une clé USB contenant les noms de tous les complices internationaux, la dernière pièce du puzzle pour achever le grand nettoyage. Quand Emma la rencontra, au lieu de la haine que tout le monde anticipait, elle fit preuve de la sagesse surnaturelle des enfants qui ont souffert. Elle tendit la main à la femme qui avait commandité la mort de sa mère et dit simplement que chacun méritait une seconde chance. 5 ans après cette soirée au gala, Paris inaugurait le centre de recherche Marie-Durand. Pierre coupa le ruban inaugural avec Emma, devenue adolescente, à ses côtés. Dans l'assistance au dernier rang, Isabelle observait en silence. Elle avait purgé sa peine et travaillait désormais comme bénévole dans une clinique de banlieue. Le discours de Pierre fut bref mais percutant. Il parla de la nécessité de paraître faible pour vaincre la force, de la patience comme arme la plus redoutable, et du fait que la véritable vengeance n'est pas de détruire son ennemi, mais de le transformer en quelque chose de meilleur. Ce soir-là, dans le modeste appartement qu'il refusait toujours de quitter, Pierre contempla les photos sur le mur, Marie souriante, Emma nouveau-née, et, curieusement, une photo du gala. Non par nostalgie, mais pour se souvenir que cette nuit-là, un concierge avait accepté une invitation qui avait tout changé. Le centre sauve aujourd'hui des milliers de vies. À son entrée, une plaque porte une unique phrase. Il faut parfois feindre de nettoyer les sols pour nettoyer le monde. Pierre conserve toujours un balai dans son bureau. Il ne s'en sert plus, mais il est là. Un rappel que le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on dissimule, et que parfois la justice se présente sous les traits d'un concierge, une serpillière à la main et la vengeance au cœur. Si ce récit vous a captivé jusqu'au dernier mot, si vous avez ressenti le frisson de la révélation en découvrant la véritable identité de Pierre, laissez un j'aime pour soutenir les histoires où rien n'est ce qu'il paraît. Commentez avec le moment qui vous a le plus frappé. Partagez avec ceux qui ont besoin de croire que la justice finit toujours par arriver, même si elle doit patienter 3 ans cachée derrière une serpillière. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui vous tiendront en haleine. N'oubliez pas, le vrai pouvoir est de savoir attendre le moment propice, et parfois les plus forts sont ceux qui semblent les plus faibles. Quel secret dissimule la personne que vous croisez chaque jour, mais que vous ne remarquez jamais? Écrivez-le dans les commentaires.